Donc le scénario, on le rappelle, l'Égypte mène 2-0, l'Argentine revient à 2-2 et marque le 3e but après 2 minutes de temps additionnel. Il y en avait 7 annoncés, on en a joué finalement 11 ou 12 parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans ce temps additionnel. Et on vient de revoir une image, Daniel, que tu scrutais. C'est sur le 3e but égyptien. Finalement, peut-être qu'au départ de l'action, le 3e but argentin, excusez-moi, il y a peut-être une petite faute sur la récupération de balle argentine. Je pense qu'on va avoir droit à une belle petite polémique supplémentaire parce que exactement, sur la récup. Ton micro est éteint. Ouais. Dans la surface, quand McAllister. L'action part de la surface argentine. C'est une zone de jeu où il n'y a pas du tout le ballon, mais clairement, il le retient et il empêche d'aller jouer le ballon. Oui, donc je peux comprendre que. Non, mais si tu veux, la similitude avec le but refusé aux Égyptiens est telle. C'est pas exactement pareil. La faute est moins flagrante. Non, mais c'est une action avec ou sans ballon. C'est pas tout à fait la même chose. Après, il faudrait qu'un arbitre nous dise s'il y a une conséquence de l'un ou de l'autre. Maintenant, c'est toujours pareil. Oui, après, ça sera anecdotique. C'est comme la faute qui annule le 2e but avant le vrai 2e but des Égyptiens. Oui, la faute, elle est à l'autre bout du terrain. Mais ça, moi, je me souviens, quand on faisait les débats sur la VAR, avant que la VAR n'existe, c'est exactement ce qu'on disait. Mais alors donc, vous allez reculer sur l'action d'avant, vous allez reculer au bout du bout pour venir annuler un but. Et oui, c'est exactement ce qui se passe. Et comme j'ai toujours dit, moi, je reste un anti-VAR et je le suis depuis le début. Mais à partir du moment où ça existe, tu es obligé d'accepter ça. Et tu ne peux pas critiquer ça. Tu peux pas être pour le VAR et venir me dire « Ah ouais, mais c'est un peu injuste. Ah oui, mais c'est un petit peu contre le cours du jeu, contre l'esprit. » Non, à partir du moment où tu as le VAR et que tu as une automatisation, que tu as de la technologie, l'esprit, il est à la poubelle. Quoi qu'il en soit, l'esprit. Moi, à chaque fois qu'on me dit « Il y a le VAR. Oui, mais dans l'esprit du jeu. » Non, tais-toi. À partir du moment où tu mets la technologie, il n'y a plus l'esprit du jeu. Vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment à Wimbledon ? Sur les balles nettes avec le filet ? Je ne sais pas si Eric Salio a eu l'occasion de raconter ça. Mais comme la technologie domine, si l'arbitre constate qu'il y a let, il n'a pas le droit. Parce qu'il y a si ça n'a pas été annoncé par la machine. Par la machine. C'est la machine qui domine sur l'homme. Et il y a eu une journée où il y a eu des problèmes avec la machine. La machine n'a pas signalé quelques lettres. L'homme le voyait. Et d'ailleurs, il y a eu des témoignages d'arbitres filets qui ont dit pourtant, il y avait lettres et tout. On lui a dit non. Tu sais quoi, Daniel, on va aller voir Eric Salio qui est avec nous à Wimbledon. Et lui, peut-être, il va avoir plus de détails là-dessus. Comme ça, il va pouvoir t'expliquer. Mais en plus de ça, il y a un très gros match à suivre. Parce qu'en ce moment, c'est Djoko contre Auger Aliassime. Salut Eric. Salut à tous. Excuse-nous, on t'a un peu oublié, mais c'était une telle folie. Non, mais le match était. Je l'ai regardé. T'as entendu mon histoire, Eric ? Alors, d'abord, fais-nous le point sur le match Djoko Auger Aliassime. Alors, on est à 1-7-0 pour Novak Djokovic. Un tie-break emporté 12 points à 10 et 4 jeux à 3 dans le deuxième pour Félix Auger Aliassime. Je pense qu'on peut avoir un match assez long. Alors, est-ce que tu as entendu ce que racontait Daniel sur les lettres ? Non, j'avoue que je découvre ça. Va t'informer. Alors, le mec, il est à Wimbledon, il ne sait pas ce qui se passe. Bon, c'est pas très grave. Renseigne-toi sur cette histoire de machine qui ne pouvait plus annoncer les lettres. Et quand l'homme a voulu corriger, on lui a dit non. Ah oui, non, mais ça, c'est vieux, ça. C'est pas à Wimbledon. Mais si, c'est là, c'est passé là. Peu importe que ça date ou que ce soit récent, explique-nous le principe. Non, mais effectivement, il y a eu 2 problèmes. Il y a eu pendant les qualifs à Wimbledon, il faisait trop chaud, donc le système ne fonctionnait pas. Donc ils ont interrompu les matchs pour rebooter le système. Et peut-être que ça fonctionne, et que c'est de ça dont tu parles là. Et en tout cas, à un moment, les arbitres voyaient qu'il y avait net, mais comme la machine ne le signalait pas, on n'est pas revenu dessus. Bon, c'est pas grave. Et donc on annule tout. On annule tout puisqu'on ne fait plus confiance qu'à la machine. Sortons de ce point tennis net ou pas net. Juste c'est le principe du VAR, quoi. Tu dois accepter la machine et il n'y a plus l'esprit. C'est l'idée que quand on me dit non, mais c'est pas dans l'esprit du jeu et tout. Après, non. Moi, je trouve que ça pose un problème. C'est que je pense que dans les règles actuelles, il est clair et net que le but doit être annulé. C'est comme ça. La faute est réelle. Elle est en amont du but. C'est comme ça. Maintenant, on peut quand même se poser la question, même si Daniel, tu vas me dire, ces questions-là sont terminées, on ne se les pose plus, pour, si tu veux essayer de comprendre le jeu et de savoir si le VAR a effectivement, annulé une injustice ou pas, tu peux quand même te poser la question de l'importance de cette faute dans la construction du but. En quoi cette faute aurait empêché ce but? Alors, factuellement, elle aurait empêché. Ils vont faire un débat. Oui, mais c'est important quand même. Moi, c'est pas forcément ce débat-là dont tu parles, parce que là, tu rentres dans le cadre du noir-blanc que propose
le VAR selon ce qu'expliquait Daniel. C'est-à-dire que malheureusement, entre guillemets, j'allais dire la même chose, il ne faut plus parler d'esprit, il faut parler d'une réalité factuelle. Bon, c'est comme ça, c'est la règle. Maintenant, c'est la règle. Moi, c'est pareil, je suis sur la même position que Daniel, je suis anti-VAR, mais j'accepte le fait qu'elle soit là. Au passage, j'aimais bien l'utilisation du VAR depuis le début, parfois sur des choses plus simples, où ça allait très très vite pour décider s'il y avait corner, pas corner, 6 mètres, etc., sur des choses très simples. Pour revenir à ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu appelles l'arbitre parce qu'il y a potentiellement une faute au début de l'action, c'est bien, et le Texier va voir. Moi, derrière, je suis à la place de Le Texier, et par rapport à l'état d'esprit global des arbitres depuis le début de la compétition, je peux dire oui, d'accord, j'ai vu le maillot tiré, j'annule pas le but. mais j'annule pas le but. Non, mais j'annule pas le but parce que le joueur argentin, là, je reviens carrément à une analyse de la faute. Le joueur argentin est en train de tomber, il a perdu le ballon, et en gros, si tu veux, le fait de tirer ou pas le maillot ne change rien. Non, mais il marche sur le pied, je pense que c'est compliqué de pas l'annuler. Bon, moi, je trouve que, si tu veux, dans l'analyse du début de l'action qu'a faite Le Texier visuellement, c'est-à-dire classiquement à l'ancienne, il a vu, comme plein de fois depuis le début de la Coupe du Monde, qu'il n'y avait pas faute, même s'il y en a une. C'est-à-dire que je veux te dire, par là, il a laissé jouer un truc. Toi qui joues au foot amateur, ça arrive 100 fois dans un match où, oui, il y a faute, mais en fait, tu laisses. Et on oublie. Maintenant, effectivement, comme il y a le VAR, il est obligé, lui, sinon, quand on va faire le débrief avec son superviseur, il va dire, là, tu aurais dû siffler, là, tu aurais dû annuler. Non, mais c'est pour ça que dans les règles actuelles du foot, il était évident que le but serait annulé. Maintenant, j'ai envie de te dire que, comme il y a eu le deuxième but égyptien derrière, un peu sur le même scénario, ça ne bouleverse pas, on va dire, l'équilibre, la logique du match. Ils ont quand même eu leur break. Et à 2-0, tu as quand même eu ton avance. Si tu n'es pas capable de la gérer, si les Argentins, eux, sont capables mentalement de le faire. Ils ont refait un peu le Belgique-Sénégal. Ouais. Et il y a une seule certitude, Pierrot. Une seule certitude. C'est que François Le Texier, qui était très contesté en Argentine avant le début du match, il va y avoir aucun débat, je pense, après la rencontre sur s'il y a eu un arbitrage partial ou pas. S'il avait fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire accorder le but néanmoins, là, il y aurait eu toute une polémique. Là, ça va, il va être. On va revenir sur le match et sur l'émotion de ce match avec. On va écouter donc Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin. No me sale preguntarte nada y quiero saber cómo estás. ¿Qué sentís? J'arrive pas à te poser de questions, mais qu'est-ce que tu sens? Je sais pas, je suis désolé. Je suis trop ému. Quel groupe de joueurs, mon frère. Non, c'est incroyable, je dois partir, c'est désolé. C'est ce que tu nous racontais tout à l'heure en ouverture d'émission. Et Roberto Fabián Ayala, son adjoint, l'ancien défenseur central, évidemment, est arrivé au micro de la même façon. Il a réussi à parler 30 secondes et ensuite les larmes l'ont rattrapé. Et je ne sais pas si on a eu le temps de beaucoup le dire, mais Messi, c'est quand même une des images de la Coupe du Monde, est resté une dizaine de minutes en larmes sur le terrain avec ses coéquipiers. Il a été soulevé par tout le monde. Franchement, c'est des images qui resteront dans l'histoire du mondial pendant longtemps. Les Argentins font la comparaison. Ils disent, regardez, Neymar est parti en larmes de la Coupe du Monde, Cristiano est parti en larmes de la Coupe du Monde triste, Messi pleure de joie pour continuer. Mais lui, il est là. Tiens, Enzo Fernandez, deuxième réaction. Bueno, no sé si fue la locura máxima. Question. Alors, je ne sais pas si c'est la plus grosse folie que tu as connue avec ce maillot. Oui, c'est une chose de fou. Franchement, après le mondial au Qatar, revivre ce genre de choses, c'est une folie. Vraiment, il faut que je félicite mes coéquipiers. On a un groupe phénoménal. On arrive toujours à se relever dans la difficulté, dans l'adversité. Il faut remercier mes potes et tous les gens qui nous supportent ici et en Argentine. Allez, un pas en plus. C'est possible de marquer des buts beaux dans le mondial. Dans des situations comme ça, vous savez, ce sont mes coéquipiers qui me permettent de marquer. Je veux mettre juste l'accent sur mes coéquipiers. Il faut profiter des situations où on a de l'espace. Et j'ai eu la possibilité à la dernière minute. Il y a 4 ans, on sont déjà passés depuis le Qatar. On profite d'un autre mondial. Essayez d'y croire à nouveau. Mais le football oublie parfois ce qui se passe derrière. Il faut continuer d'avancer. Voilà. Enzo Fernandez qui n'avait pas fait un bon match du tout d'ailleurs. Avant de marquer. Ouais, il a mis le but sur le buzzer, mais très critiqué, même, je peux vous dire, en Argentine, depuis 2 matchs.
et que certains espéraient Alors pendant que la ça doit rencontre être un pouvoir des hommes sortir. forts de l'équipe. Hein. Bah, exactement, Oui, mais il y en a comme Julian plusieurs. Alvarez. Offensivement, j'allais le dire, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, ils sont pas au niveau. Messi n'est pas au niveau pendant 70 minutes, et on a l'impression que là, en gros, sur l'émotion, sur l'intention, sur l'intensité mentale, ils ont réussi à revenir à renverser le match. D'ailleurs, je vais juste dire un mot là-dessus par rapport à Scaloni, sa gestion, sur le banc, à la fois parfois sans réaction et totalement au bord des larmes en permanence. Ils ont on avait parlé avec Georges déjà. Ils ont une faculté pour moi à maintenir le cerveau émotionnel supérieur au cerveau rationnel, mais sur des années, sur un nombre de matchs. On dit souvent, oui, ça tient sur quelques matchs. On en a beaucoup parlé avec l'OM en disant, on peut pas gérer ça comme ça tout le temps. On peut pas mettre de l'intensité émotionnelle aussi forte sur 10 matchs de suite. Et eux, il semble qu'ils y arrivent. Oui, mais après, tu peux quand t'es fort. C'est-à-dire que, Ouais. l'OM a explosé aussi parce que ça manquait un peu Parce que c'était moins bon. Oui, voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, je les trouve pas si alarmants que ça, les Moi, je les Argentins. trouve alarmants physiquement. D'abord parce C'est qu'ils ont tout, hein. dominé Ouais, leurs ouais. deux adversaires, et puis parce que, de toute façon, ça fait 4 ans qu'ils fonctionnent comme ça. Hein. Ouais, mais moi, je les trouve quand même alarmants. Je sais pas du tout. T'as raison. Ils ont À la roulé fois, sur tout le monde en Je suis qualif. d'accord. Techniquement, Ils ont été champions d'Amérique du Sud. techniquement, mentalement, et dans une Coupe du Monde, ça représente un atout énorme. Mais je maintiens quand même que physiquement, et d'ailleurs, je suis moins inquiet pour la France et l'Espagne parce que physiquement, ils sont plus forts et surtout, ils ont de la ressource. Alors que là, quand tu sors du banc, là, j'ai vu qu'il a fait ses 2 changements, c'est ça. Il a même pas fait les 5, je crois, Scaloni. Bon, il y avait la prolongue qui se. À la fin du match, il a fait rentrer quand même. Ah oui, à des la fin, il a mis joueurs, au hein. penalty et tout. envoyé à la fin Non, mais à les la deux. fin, il a envoyé, mais ça voulait plus rien dire. Je pense quand même qu'il a moins de ressources aussi. Et voilà, Mais- moi, physiquement, c'est un. En, Et dis-moi, en revanche, comme- il y a quand même un truc, Pierrot, excuse-moi, c'est que en Argentine, il commence aussi à avoir le débat de est-ce que Scaloni n'a pas un peu du mal à sortir ses héros du Qatar. On a vu que Ah, ça, c'est toujours effectivement, le il n'a pas problème fait des sortir équipes Enzo qui gagnent et des Fernandez. choix qui Voilà. viennent après. Ouais. Il a fait confiance à Paredes Voilà, aujourd'hui. j'allais Alors te poser Paredes la qui fait un question, bon match. hein. comment Il a fait un bon on match, hein. justifie cette sélection de Paredes, qui a été plutôt Bah, le parce meilleur que- au milieu d'ailleurs. Hein. Ah bah, Paredes, très globalement, c'est son joueur habituellement qui le fait jouer devant la défense. C'est-à-dire que s'il ne l'a pas fait jouer jusqu'à maintenant, c'est juste qu'il n'était pas à 100% D'accord. physiquement. Il est arrivé blessé avec Boca sur le début de la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça qu'il a fait jouer Mais parce que ça plutôt Alexis change McAllister. son système quand même. Almada, c'est Ah plus bah, un offensif. Et non De Paul, ça le met côté droit en plus. Exactement, bah c'est pour ça que De Paul a peut-être pas fait un très grand Ouais, match. je pense qu'il est pas à sa place De aussi, Paul, ouais. De Paul peut être un des joueurs qui peut payer la facture en quart de finale s'il continue comme ça. Mais peut-être l'une des critiques qu'on peut faire à Scaloni, c'est que il n'a pas réussi, tout comme d'ailleurs pendant les qualifs, hein, à intégrer du 109. C'est-à-dire que il a des joueurs comme Valentin Barco sur le banc que beaucoup réclament. Mais là, il va pas les faire rentrer maintenant en quart de finale sur les matchs aussi chauds, comme sais Nico jamais, Pass, également Nico Pass, de com. même Non, mais le c'est Celso, pas, qui a c'est fait pas un bon tant de match les voir dès pendant- le début, c'est De les voir dans pendant la le de match. les voir déjà à un moment du match, quoi. Mais même Lo Celso là- avait fait un très bon match, tu sais, quand il y avait la rotation. Nico Exactement. Pass, on le voit pas. Barco, on le voit pas. Moi, je suis d'accord. Moi, je trouve Parce que les la joueurs, gestion- des moi, je trouve créateurs. qu'ils y sont, les joueurs. L'effectif, il est bon, l'effectif argentin. hein. Tiens, on va donner la parole à Salim Tiens, au Almada. 32-16. Bonjour Salim. Salut l'équipe, comment ça va? Quel Salut, match, Salim. Salim, on s'est régalé. Hein. Ah, c'est un grand match. En tout cas, moi, je savais que l'Égypte pouvait avoir son mot à dire parce que je connais un peu cette sélection. J'ai trouvé Flo un peu sévère avec l'Égypte. Moi, je pense que l'Égypte est quand même un sacré morceau, même si l'Argentine est le champion du monde en titre. Je pense que ce qu'a proposé Hossein Hassan, le sélectionneur de l'Égypte, était assez intéressant. Alors, il a fait avec ce qu'il avait parce que l'Égypte n'a pas assez de marge par rapport à l'Argentine, dans le sens où, quand tu as MM Rachour qui se blesse à la mi-temps, qui est pratiquement ton meilleur joueur, et tu as Hassan qui s'est blessé et qui a demandé le changement, et que tu fais rentrer un Marmouche qui est jamais réellement entré dans cette Coupe du Monde et qui n'est pas Lui, bon, malheureusement. plutôt, les Égyptiens devraient se poser des questions parce que lui, franchement, qui est quand même un mec qui est à City, c'est quand même une star. Il a fait une Coupe du Monde Et catastrophique. il leur mange la Ouais, feuille. hein. et Il y a- catastrophique. il y a une Les occasion locaux- énorme. hein. Salah, même vieillot et en bout de piste, bon, on le voit à la saison qu'il vient de faire, tout ça, mais au moins il est allé, il a tout donné. Ce qui lui reste à donner, ce qui lui restait à donner, il l'a donné, Salah. Mais Marmouche, qui doit censé prendre la relève de la sélection, le nouveau pharaon, non, quelle déception, quelle déception. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des joueurs qui ont répondu présent, comme Zico, qui a marqué le deuxième but, qui a été très très bon. Même au milieu de terrain, la Chine a répondu présent. L'arrière droit, Mohamed Hani, il a été très très bon. Franchement, Très bon. rien à dire sur lui. Moi, j'ai trouvé qu'il Et- était valeureux. Ibrahim aussi en défense Et centrale. Salim, tu Et- connais bien cette sélection. Parle-nous d'Aïssem Hassan, qui est un joueur né en France, à Bagnolet, qui a été formé à Châteauroux, qui joue aujourd'hui à Ouais. Oviedo, qui a été Bah, énorme c'est hein, sur les deux c'est l'un des contre-attaques. rares-
c'est l'un des rares binationaux. Il a même 3 nationalités puisqu'il est franco-égypto-tunisien. Sa maman est tunisienne, son papa est égyptien. Il a choisi l'Égypte. C'est l'un des rares binationaux de cette équipe. Je sais même pas si c'est pas le seul. Faudrait vérifier. Oui, lui, il a commencé avec son entrée contre l'Australie. On l'a réellement découvert dans cette sélection d'Égypte. Et là, franchement, il a été très très bon. Malheureusement, il a demandé changement. C'était compliqué à la fin. Et juste une petite anecdote. Le gardien Mostafa Chobir, actuel gardien d'Al-Ahly, son papa était le gardien durant le mondial 90 de l'Égypte. Pour vous sachiez. Okay. Donc, on a eu tu fais bien de rappeler ça. On a eu quelques histoires rigolotes. Vous avez vu ce qui passe sur les réseaux avec les 3 Norvégiens dont les papas jouaient, quoi. Le père Haaland, il y a Sorloth et l'autre c'est le défenseur dont j'ai oublié le nom. Enfin, je trouve que c'est toujours touchant quand il y a des filiations comme ça en sélection et quand les gens peuvent à travers le temps Daniel, se rappeler les autres moments de leur sélection. J'aime bien ces histoires. Et Daniel, le papa de Mostafa Chobir, est à l'origine de l'invention de la règle de la passe en retrait au gardien. Je ne sais pas si tu te souviens, Daniel, parce que l'Égypte avait abusé de ça en 90, et ils ont ensuite inventé la règle de la passe en retrait. Le gardien n'a plus le droit de prendre le ballon à la main. C'était aussi pour augmenter le rythme et le temps effectif de jeu. En fait, aussi. C'est vrai que il y a toujours un déclencheur. Après, pour revenir concrètement à Chobir, à Mostafa Chobir, il a fait un match exceptionnel. Moi, j'ai cru qu'il allait faire le Jésus tout le match. Même sur les buts, il touche les ballons. Franchement, il fait un très gros match. Il a été énorme. Et tu as tout à fait raison de souligner ce côté droit là. Enfin, même les 2 défenseurs, Ibrahim qui est buteur et Hani, ont été exceptionnels. Et effectivement, Hassan. Après, c'est vrai qu'ils perdent 2 joueurs, enfin notamment pour moi l'un des meilleurs depuis le début de la Coupe du Monde, c'est Achour. Ils perdent quand même à la mi-temps. Ils n'ont pas eu de chance. Alors je dis pas, ça change rien si tu veux au fait qu'ils aient été dominés, que les Argentins ont eu les occasions, les tirs, tout ce que tu veux. Parce que Hassan sort sur blessure aussi. Hassan sort un peu plus tard et Achour dès la mi-temps. D'ailleurs, je pensais que c'était un petit peu un tournant. Bon, voilà, Salah est quand même plus le Salah prime, donc c'était un peu plus compliqué. Merci Salim pour ton appel et toutes ces infos sur l'équipe égyptienne.